L'année 2024 a été riche en événements géopolitiques, beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Essayons de tirer un bilan. Parmi les nouvelles qui ne sont pas totalement négatives, peut-être vers un cessez-le-feu en Ukraine. En Ukraine, on a vu en fait une nouveauté dans cette guerre avec l'intrusion de la Corée du Nord, un pays asiatique un peu particulier d'ailleurs, participe à une guerre en Europe et Poutine était un peu bloqué finalement. Il va rechercher des alliés dans les endroits les moins bien fréquentés. Et si la Corée du Nord est d'une aide pour la Russie, c'est pas tellement en fait qu'elle envoie des soldats, c'est plus par l'envoi massif de munitions et d'obus qu'elle a fait. Mais en tous les cas, il y a peut-être une perspective de cesser le feu en Ukraine qui est liée avec l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump avait dit qu'il allait régler cette guerre en 24 heures, on le sait comment. Il arrête l'aide à l'Ukraine, celle-ci doit céder. Et donc ce que Zelensky refusait auparavant, négocier avec Poutine, accepter la perte de territoire, il va devoir l'accepter. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est illégal et on ne reconnaîtra pas l'annexion des territoires qui ont été acquis par la force. Ceci étant, et c'est ce que je dis depuis longtemps, il faut bien voir que la poursuite de la guerre n'aurait pas permis d'inverser la situation militaire parce qu'il y a beaucoup moins de soldats ukrainiens que de soldats russes, que le ratio démographique est tout à fait à l'avantage de la Russie et que la poursuite de la guerre n'aurait pas permis une inversion de la situation militaire. Même si on ne peut que condamner l'acquisition de territoire par la force, je doute qu'il était moral de vouloir continuer à envoyer des gens à la mort ou à la mutilation sans que cela puisse changer le sort du conflit. Par contre, on ne voit pas la fin de la guerre sur Gaza. Peut-être qu'il y aura un jour à cesser le feu, mais les destructions qu'Israël a commises auront des effets durables. Et là, on voit bien que c'est une année de désolation, d'une population civile qui est soumise à des bombardements incessants, des morts, des mutilés et des troubles dans toute la société. Tout est détruit à Gaza, il n'y a plus rien qui reste réellement debout. Et le nombre de morts doit certainement être réévalué parce qu'on ne compte pas pour l'instant les morts qui sont morts des suites des bombardements, pas le jour même mais par la suite, ceux qui n'ont pas de traitement médical, ceux qui sont sous les décombres, avec effectivement un élargissement du fossé entre le sud global et les pays occidentaux qui en fait soutiennent toujours Israël, même s'ils le critiquent à demi-mot, et des pays du sud global qui sont de plus en plus critiques, à un tel point d'ailleurs que l'Afrique du Sud a porté plainte devant la Cour internationale de justice, que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Beaucoup de gens protestent en disant mais c'est le dirigeant d'une démocratie, c'est pas normal. En fait, la Cour pénale internationale ne juge pas la nature d'un régime politique, elle juge les actes. Et effectivement, c'est une première que ce soit un dirigeant occidental ou allié des Occidentaux qui soit inculpé, parce que jusqu'ici, la Cour pénale internationale n'avait inculpé que des ennemis des Occidentaux. Et je vois plutôt un progrès du droit. Le droit doit être le même pour tous et non pas être différent selon la nature des relations que l'on a les uns avec les autres ou selon le statut des uns et des autres. Entre-temps, la guerre au Liban, et puis ça a conduit à la chute de Bachar el-Assad, dont on ne peut que se réjouir, vu l'ampleur de la répression et le caractère sanguinaire de Bachar el-Assad, qui a mis à feu et à sang son propre pays. Cette chute est due à l'affaiblissement de l'Iran qui le protégeait, du Hezbollah qui le protégeait et de la Russie qui le protégeait. Quand ses soutiens extérieurs ont été affaiblis, eh bien, son pouvoir ne reposait que sur ses soutiens extérieurs. Il s'est effondré. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on aura une Syrie plus inclusive? Est-ce qu'il y a la possibilité de recréer un État islamique qui serait un centre du terrorisme? Pour l'instant, les nouveaux pouvoirs à Damas veulent donner des gages au monde extérieur, mais s'il refait les mêmes erreurs que l'État islamique, il y aura de nouveau une coalition internationale de pays occidentaux, de pays arabes contre lui. Et donc, bien sûr, n'ayons pas d'illusions sur le caractère démocratique du régime qui sera mis en place, mais en tous les cas, il n'y a plus Bachar, c'est déjà ça, et espérons que le nouveau pouvoir saura réconcilier les différentes composantes de la société syrienne et faire la paix et ne pas se lancer dans des affrontements avec ses voisins. Est-ce que le régime iranien est en danger? Est-ce qu'il y aura une opération militaire israélienne ou américano-israélienne pour détruire totalement les installations nucléaires? Est-ce que Biden avait refusé de laisser faire à Israël? C'est la seule chose que Biden a obtenue d'Israël et a su lui imposer, ne pas bombarder les installations pétrolières et nucléaires iraniennes par crainte d'un embrasement général de la région. En tous les cas, le régime est fragilisé aussi de l'intérieur, mais il se maintient par une répression et un soutien très minoritaire de la population. Les BRICS sont de plus en plus le club à la mode. Alors Trump les a menacés de taxer leur importation à 100% s'ils voulaient concurrencer le dollar.
Je doute que cela suffise à les effrayer. Ils ne veulent pas faire une monnaie commune. Ils veulent juste pouvoir avoir une alternative au dollar. Et en tous les cas, on voit que même s'ils sont très différents, ils n'ont pas le même géopolitique, ils n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques, leur seul intérêt commun, c'est de pouvoir échapper à la domination occidentale et à l'impérium américain. Ce qu'ils réussissent par ce partenariat. Et plus Trump voudra leur imposer des conditions, plus ils vont renforcer leur coopération. Mais les BRICS devraient poursuivre leur croissance, faire de nouvelles adhésions, pas trop pour ne pas non plus trop diluer, pas trop rapide, mais il y a quand même aussi ce grand choc d'avoir appris que la Turquie était candidate pour rejoindre les BRICS, donc un pays de l'OTAN qui pourrait rejoindre ce club du Sud global. L'Europe est affaiblie. La France et l'Allemagne sont affaiblies parce que le coût économique de la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie, la difficulté des finances publiques créent des difficultés sociales et l'effort supplémentaire fait pour la défense crée également des difficultés. Et donc on voit qu'on a une Europe qui est aussi en perte de compétitivité industrielle et technologique par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. Une Europe qui doute un peu et qui redoute l'arrivée de Trump au pouvoir. Comment va-t-elle réagir? Va-t-elle se ressaisir et faire bloc? Va-t-elle chercher des solutions individuelles? On a une commission qui est également affaiblie avec Mme von der Leyen qui a un agenda qui n'est pas tout à fait celui d'une autonomie stratégique européenne qu'elle revendiquait auparavant. Et donc effectivement, il y a une Europe qui est en difficulté et dont on ne sait pas si on peut en espérer ou non un sursaut. Et puis les conflits dits oubliés, ce sont plutôt des conflits ignorés, notamment le Soudan, où deux généraux seigneurs de la guerre mettent à feu et à sang un pays pour leur seul profit personnel. En RDC, où le Rwanda et le M23 continuent leur incursion et leur pillage du pays, et l'immense RDC n'arrive pas à se rétablir sur ses pieds pour aller vers un développement qui puisse être inclusif. Et donc on voit bien aussi que de plus en plus la force est utilisée. Il y a une sorte de double mouvement en 2024. Un mouvement de progrès du droit international avec les avancées de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale qui, une fois encore, disent le droit et donc ne jugent pas en fonction du statut des uns et des autres, mais en même temps aussi un recours à la force de plus en plus décomplexé, de plus en plus assumé. On ne cherche même plus d'excuses et la brutalité est de plus en plus sur le devant de la scène internationale. C'est donc un effet contradictoire, mais malheureusement, en géopolitique, il y a assez peu de bonnes nouvelles annoncées. Je vous souhaite néanmoins une bonne année 2025, en espérant que celle-ci apporte plus son lot de bonnes nouvelles que 2024 n'a pu le faire.